Je m'appelle Louvatine Njimbovo, j'ai 26 ans et je suis médecin. J'ai soutenu ma thèse en décembre dernier et le titre de ma recherche était Profil clinique des démences. Les démences, ce sont les maladies qui sont comme la maladie d'Alzheimer. J'ai choisi cette recherche-là parce que après, je voudrais continuer mes études dans le champ des neurosciences. Les neurosciences, c'est plutôt de la recherche sur tout ce qui est neurologie, comment fonctionne le cerveau, comment se présentent les maladies, pourquoi ça se passe comme ça, mais aussi les médicaments, les thérapies qui peuvent se faire dans les maladies neurologiques. Maintenant, je travaille dans une société d'accompagnement des patients et de prise en charge et qui offre aussi des prestations en assurance santé. Ça, c'est mon côté professionnel. Mon côté militante maintenant, je suis membre d'une association qui s'appelle Nifnakang. Nifnakang, c'est une plante abortive. Donc, cette association milite pour la dépénalisation, la légalisation de l'avortement à Madagascar. Mais je suis tout aussi sensible à tous les sujets qui concernent la femme, l'égalité et l'épanouissement de la femme. Donc, on fait 6 années de cours magistraux et de stages hospitaliers et de stages aussi dans les labos. Et puis, on fait 2 ans d'internat. Pendant ces 2 années-là, on travaille à temps plein dans un établissement sanitaire étatique. Après, on peut faire la spécialisation en passant au concours. Et la spécialité correspond à l'ordre de mérite, à l'ordre qu'on a eu pendant le concours. Après, on peut faire aussi le concours d'agrégation après 5-10 ans du concours de spécialisation, l'agrégation pour devenir un professeur. Donc, en général, on a 15 à 20 ans de médecine avant de devenir professeur. Donc, par rapport aux enjeux de la recherche, donc, pendant cette pandémie de coronavirus, j'ai vu que les gens sur les réseaux sociaux ont dit que les Malgaches ne font pas de la recherche, contrairement à d'autres pays. Ce qui est absolument faux parce que dans toutes les filières scientifiques, il faut faire une recherche afin de pouvoir obtenir son master ou bien obtenir son doctorat, faire sa thèse. Donc, il faut toujours un travail de recherche, mais le problème est que les recherches que nous faisons sont trop souvent des recherches d'observation. Des recherches d'observation qui sont rétrospectives, c'est-à-dire qu'on observe et on analyse les données qu'on a enregistrées auparavant, des années auparavant. Et qu'on se le dit, ces études-là n'ont pas le même poids que des études où on fait de la recherche clinique, par exemple, où on recherche un médicament, où on étudie vraiment une maladie, les causes, les facteurs de risque. Et pourquoi on ne fait pas ça? C'est parce que les moyens financiers, les moyens, la plateforme technique n'existe pas. Ou elle existe, mais elle n'est pas accessible, n'est pas à jour, n'est pas à la pointe de la technologie. Donc, je parle des moyens financiers, des moyens techniques. Est-ce que intellectuellement, il y a aussi un problème? Je ne pense pas que les Malgaches soient lésés par rapport aux autres, mais c'est sûrement aussi que parce qu'on ne le fait pas, qu'on ne le sait pas. On n'a pas cette expérience-là, donc il faut pousser un peu les chercheurs pour commencer, pour qu'ils puissent le faire et réussir peut-être. Mes propos n'engagent que moi. Donc, le jour où le président de la République a annoncé qu'ils ont trouvé le remède contre le coronavirus avec l'Institut malgache de recherche appliquée, l'IMRA, j'ai été très sceptique. Très sceptique parce que les semaines d'avant, je n'ai vu aucune communication scientifique mentionnant les résultats des tests in vitro ou in vivo sur cobayes qu'ils ont fait. Alors que dans une recherche clinique, dans l'élaboration de médicaments, il faut faire les tests in vitro, c'est-à-dire dans les éprouvettes, les tests in vivo sur cobayes, sur les souris, et puis un test in vivo sur l'être humain.
Donc, je n'ai rien entendu à propos de ces étapes-là. C'est ce qui m'a fait penser que c'est quelque chose de très politisé, très politique que scientifique. Après, l'Institut Max Planck, le mois dernier, avait publié qu'ils avaient eu des résultats positifs en utilisant l'artémisia noix contre le coronavirus. Le Covid organique, c'est à base d'artémisia noix. Et puis voilà, on dit oui, quand c'est Max Planck qui dit, tout le monde dit oui, c'est vrai, mais quand c'est Madagascar, ben, on en rit. Scientifique que je suis, je me fie plus à Max Planck du fait qu'ils ont fait les essais, ils ont fait les études, ils ont publié les résultats. Ils n'ont pas tout de suite dit que voilà, on a trouvé le remède, il marche, donc on le distribue. Donc scientifiquement parlant, je me fie plus à Max Planck. Après, il y a un enjeu effectivement politique que l'OMS voilà, ne va jamais accepter que Madagascar ait trouvé le remède. Soit. Mais j'aurais bien voulu défendre le Covid Organics s'il avait suivi les règles scientifiques. Parce que les règles scientifiques ne sont pas des règles d'un pays, ce sont des règles universelles que tout scientifique se doit d'appliquer et de suivre. À Madagascar, il y a encore beaucoup de gens qui ont recours à la médecine traditionnelle. À Madagascar, quand on marche dans la rue, on voit des gens qui, avec des petits arrosoirs, ils vous vendent de la tisane. On appelle ça du manguidi. Ça veut dire ce qui est amer, parce que la tisane est amère. Donc, il y a des tisanes pour les maladies de rein, maladies de foie, etc. Le problème est que les gens qui prennent ces tisanes-là ne vont pas chez le médecin. Alors que la tisane, comme tout médicament, comme le paracétamol, comme la vitamine, ils ont des effets secondaires. Et il faut un suivi médical pour savoir si le médicament est efficace et si le médicament n'a pas d'effet secondaire. Et c'est ça le problème. Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que ces choses-là agissent vraiment, mais il faut un suivi médical avec. Donc, par rapport au coronavirus, que les gens se sont retournés vers la médecine traditionnelle, c'est parce que on a trouvé que la médecine, l'allopathie qu'on dit, l'allopathie, ce sont les médicaments chimiques qu'on prend d'habitude, ils ont plafonné. Donc, c'est normal si on s'est tourné vers d'autres médecines, mais le problème, c'est que la médecine traditionnelle, on ne la comprend pas. Donc, c'est un peu de la croyance, c'est vraiment de la foi que de se retourner vers la médecine traditionnelle, ce qui n'est pas mal en soi, parce qu'on ne sait pas, on est dans une période où on ne sait rien. Mais ce qui serait bien, c'est comme ce que font les Chinois, leurs médecines traditionnelles ont été étudiées. Ils ont étudié la physiopathologie des choses, c'est-à-dire comment le médicament marche, comment ce médicament-là marche avec cette maladie-là, et quelles sont les choses à faire avec ce médicament, c'est-à-dire le suivi, quelle analyse faire, etc. Donc, la Chine, elle est vraiment avancée côté médecine traditionnelle parce qu'ils ont essayé de comprendre, ils comprennent et ils l'utilisent. Quand j'étais lycéenne, c'était des discussions de cours de récréation qu'une fille était morte après un avortement. Pas qu'une seule, c'était des histoires qui revenaient souvent. À cette époque-là, je me suis demandé comment une telle chose pouvait arriver et comment ce genre de choses pouvait arriver sans qu'on en parle. Personnellement, mes parents, ils ne m'ont jamais parlé de ça. Et dans les journaux, à la télé, on n'aborde jamais ce sujet-là. Donc, à l'époque, j'avais déjà une petite fureur de cette injustice de la vie. Pourquoi on ne regarde pas pourquoi les filles, elles meurent. Et puis, durant mes stages hospitaliers, pendant mon cursus de médecine, quand j'étais en stage à la maternité, c'était vraiment un cas courant de voir des filles qui arrivaient en sang et presque à demi mortes,
qui n'avaient pas d'argent. Et parce qu'à Madagascar, il faut payer pour les médicaments, ce n'est pas pris en charge par l'État, et qui n'avaient pas d'argent, donc qui pouvaient mourir à cause d'un avortement qui était mal fait. Parce que je souhaite vraiment le dire, un avortement, normalement, quand il est fait selon les normes, il ne conduit presque jamais au décès, ni à des mutilations, ni on dit des morbidités, c'est-à-dire des complications à vie. Mais ce sont les avortements qui sont faits clandestinement, qui ne sont pas faits dans les normes, qui font que les femmes, elles meurent. Donc, quand j'ai vu ça à l'hôpital, c'était vraiment, comment dire, c'est vraiment un paradoxe. Pourquoi on les sauve de l'avortement alors qu'on peut aussi éviter qu'elle arrive dans un tel état à l'hôpital? Voilà. Une interruption volontaire de grossesse, c'est quand la mère, on appelle la mère, la femme, la mère, décide d'arrêter la grossesse, quel que soit l'âge de la grossesse. Donc ça, c'est une interruption volontaire de grossesse. Il y a ce qu'on appelle l'avortement thérapeutique de la grossesse. L'avortement thérapeutique, c'est quand la grossesse peut mener au décès de la mère ou lorsque le fœtus, il n'est pas viable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être mené à terme au 9e mois parce que probablement il va mourir dans le ventre de sa mère ou après accouchement, c'est sûr que le bébé ne va pas survivre à cause de malformations graves. C'est ça l'avortement thérapeutique. Donc, c'est bien de définir les deux parce que les législations dans les différents pays font vraiment la part des choses entre ces deux-là. Dans certains pays, ils légalisent l'avortement thérapeutique, mais pas l'IVG. Dans d'autres pays, ils légalisent l'IVG. Voilà. Pourquoi on est réticent à légaliser l'avortement? Donc, en Afrique, la morale, on dit qu'il y a la morale. Qu'est-ce qui fait la morale? Il y a les mœurs d'abord et il y a la religion. Nos mœurs, à nous, sont contre le fait de, entre guillemets, tuer. Et surtout, une femme, pour nous, elle est censée donner la vie et pas le contraire. Donc, si elle est enceinte, elle n'a pas le droit de tuer. C'est pas vraiment le mot que je veux, mais les gens pensent que c'est tuer le fœtus. Et la religion, surtout la religion chrétienne aussi, est absolument contre l'avortement. Et ce sont ces deux choses-là qui constituent notre morale. C'est pour ça que on est très réticent à légaliser l'avortement. Au niveau des politiques, ils ne veulent pas le faire parce qu'ils savent que la majorité des gens ont cette morale-là. Et comme ils ont envie d'être réélus, ils font ce qui plaît à la population. Donc, ils n'osent pas franchir ce pas, même si certaines de ces personnes-là sont fermement convaincues que l'avortement non sécurisé, clandestin, tue. C'est politique. Donc moi, j'aime toujours dire que notre morale, elle est là pour condamner ces filles-là. Notre morale hypocrite parce que tout le monde sait qui avorte. Nous, les femmes qui ont de l'argent, qui ont un statut social, elles savent où aller pour avorter. Mais ce sont ces femmes-là, ce sont ces gens-là qui condamnent les autres à mourir. Donc, c'est vraiment une drôle de morale au fond. Voilà. Avant d'aborder ce sujet, j'aimerais parler un peu de ce qu'on appelle légal, illégal, de ce qu'on appelle avortement sécurisé et non sécurisé, et le lien entre les deux. Un avortement est légal, c'est normal quand une loi le permet. Il est illégal quand la loi ne le permet pas. Un avortement sécurisé, c'est un avortement qui est fait selon les normes. Comme j'ai dit, un avortement selon les normes n'aboutit pas au décès ni à des morbidités. Et un avortement non sécurisé, c'est un avortement qui a été fait, qui n'a pas été fait dans les normes.
et qui conduit à la majorité des décès après un avortement et les séquelles. Plus un pays restreint, c'est-à-dire dans un pays où l'avortement est illégal, plus on a d'avortements non sécurisés. Tout simplement parce que c'est comme la prohibition de l'alcool aux États-Unis dans les années 20. La vente d'alcool était illégale. On ne pouvait donc pas baliser, on ne pouvait pas se faire un suivi de l'alcool. Donc, des vendeurs clandestins sont apparus. C'est comme ça pour l'avortement. L'avortement illégal, et on a des gens clandestins qui font l'avortement parce que la demande est là et l'offre vient. Mais si on légalise l'avortement, on pourra mettre ces balises-là et d'emprisonner, par exemple, les charlatans, ceux qui font les avortements non sécurisés. Et aussi, on peut enfin dire aux gens, si vous voulez un avortement dans les normes sécurisées, vous allez là-bas, là-bas. Et même les hôpitaux publics pourront offrir un avortement sécurisé. Donc, c'est ça l'enjeu de la légalisation. Au fait, ce ne sont pas les jeunes femmes seulement qui ont recours à l'avortement. Ce sont toutes les femmes en âge de procréer. Mais ce sont les jeunes femmes qu'on retrouve en état de complication parce que ce sont celles qui n'ont pas encore de revenus, qui n'ont pas d'argent et qui vont faire des avortements qui ne sont pas aux normes. Donc, on va revenir dessus après, mais les statistiques, c'est que ce sont les femmes qui ont plus de 30 ans, 35 ans, qui ont le plus recours à l'avortement. Malheureusement, non. À Madagascar, il n'y a pas d'infrastructure ni d'institution qui accompagne la jeune mère ou une jeune femme qui est enceinte et qui ne sait pas comment faire, comment subvenir aux besoins de l'enfant, même comment subvenir jusqu'à l'accouchement. Malheureusement, ça n'existe pas ici. Même les autres ONG, je n'en connais pas. Peut-être qu'il y en a, mais je n'en connais pas. Maristops International, Maristops Madagascar font l'effort, mais ils essayent de faire gratuitement des consultations prénatales, l'échographie. Mais après l'accouchement, il n'y a pas d'infrastructure pour ces femmes-là. Donc, quand on parle d'accès, il y a la disponibilité, mais il y a aussi la disposition. Par rapport à la disponibilité, quand on est en ville, les centres de santé, on en trouve partout. On peut avoir son contraceptif gratuitement dans les centres de santé de l'État. Par contre, quand on quitte la ville, dans la campagne, il faut marcher quelquefois 10 km avant de trouver une formation sanitaire. Donc, c'est pas très facile pour une femme d'y aller à chaque fois qu'elle a achevé sa plaquette de pilules ou tous les 3 mois pour aller faire son injection. Donc, ça, c'est un problème d'accessibilité. Mais pour le problème de disposition, à Madagascar, le taux d'utilisation de contraception est de 12%. 12% des femmes en âge de procréer, donc, ont recours à la contraception. Donc, pourquoi? D'abord, il y a la religion. Les catholiques qui sont contre la contraception. Et nous, les chrétiens, la majorité des chrétiens chez nous est catholique. Après, on a peur des effets secondaires. On se dit, ouais, tu vas devenir grosse, ça va te rendre hyper tendue, tu vas avoir un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et puis, les femmes sont très réticentes. Et sinon, on a aussi un problème de société. Dans la société malgache, on est femme, donc il faut qu'on engendre, on enfante. On est là pour ça. On n'est pas là pour limiter ses grossesses. Donc, dans certains cas, les femmes, même, ce n'est pas de leur volonté, mais c'est de la volonté de la société, de sa mère ou de sa belle-mère qui lui dit de ne pas faire de contraception. Donc, c'est tout un problème absolument systémique. Mais par rapport, je reviens un peu à la disponibilité des contraceptifs. Pour les pilules, c'est le FNUAP
qui, en grande partie, finance notre approvisionnement en contraceptifs. Donc, quand le FNUAP rencontre des problèmes de financement comme ce qui se passe maintenant, les contraceptifs sont trop souvent en rupture. Alors qu'un contraceptif, ça se prend au long cours. Et par rapport à la contraception pour les hommes, c'est-à-dire les préservatifs, c'est très accessible et puis on a détaxé les préservatifs, mais ce fait qu'on n'aime pas l'utiliser parce que, soi-disant, ça diminue la qualité de l'acte sexuel. Oui, ça diminue la qualité de l'acte sexuel, mais c'est vraiment aussi une composante à prendre en compte parce que c'est une cause d'échec. Donc, il faut prendre ça aussi en compte. Voilà. Donc, notre association a vu le jour en février 2018, donc il n'y a pas longtemps. Et nous sommes fixés pour objectif qu'en 2023, l'avortement thérapeutique soit légalisé. Le chemin qu'on a parcouru, on a pu mettre en place une coalition d'ONG qui travaille à Madagascar, une coalition qui va travailler en ce sens-là, donc pour la dépénalisation de l'avortement thérapeutique. On a sensibilisé les gens parce que, comme j'ai dit au départ, on n'entend pas parler de ce problème-là. C'est un tabou. Donc, on a alerté, on a alarmé les gens parce que pour qu'un changement puisse se faire au niveau d'un pays, une des façons, c'est que les gens soient alertes d'un danger et que le désir vienne vraiment de la population. Donc, il fallait éveiller les populations sur ce problème-là. Donc, nous en sommes encore là. Cette année, nous projetons de faire une étude qualitative et quantitative de l'avortement à Madagascar, c'est-à-dire le pourcentage de femmes qui avortent, le pourcentage de mortalité, le pourcentage de séquelles, et aussi quel type de femmes avortent. Donc voilà, comme nous avons vraiment pour objectif de changer la loi, nous n'avons pas trop d'activités qui soient vraiment un accompagnement des femmes, parce que ce n'est pas notre vocation, et de un. Et de deux, comme la loi, elle est très stricte à ce niveau, on n'a pas envie que, parce qu'on est un peu au devant des projecteurs, parce que pour militer pour le changement d'une loi, il faut être au devant des projecteurs. Donc, comme on n'a pas envie que ce qu'on fait soit trop facilement démantelé, on essaye de ne pas violer la loi. Pour le protocole de Maputo, Madagascar fait partie des 15 pays qui ont signé mais qui n'ont pas ratifié. Donc Madagascar ne viole pas le protocole de Maputo parce qu'il ne l'a pas ratifié. À Madagascar, l'avortement, tout avortement de quelque nature qu'il soit, est criminel. Criminel parce que 5 ans d'emprisonnement avec environ $1 500 d'amende. Donc, Madagascar ne viole pas. Mais j'aimerais dire que dans mon association, on lutte en ce moment pour que Madagascar ratifie ce protocole de Maputo. C'est sûrement le moyen le plus facile, quelque part, parce qu'on a déjà signé. On n'attend que la ratification. Et dans tout le protocole de Maputo, au fait, c'est un des rares articles où Madagascar est concerné. Parce que chez nous, la question du genre, il est à peu près au niveau de la loi, il n'y a que quelques inégalités. Mais je ne parle pas de ce qui se vit tous les jours. Ça, il y en a. Mais du protocole de Maputo, c'est l'avortement qui est le plus gros enjeu pour Madagascar. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour qu'on n'ait jamais ratifié ce protocole. Le tabou, il est plus ou moins cassé. C'est le premier pas. À Madagascar et ailleurs aussi, en Afrique. Parce que j'ai pu assister à des conférences, panafricaines et internationales sur l'avortement. Et j'ai vu que ça bouge beaucoup en Afrique. On a de plus en plus d'associations féministes et qui militent pour ce droit-là. Juste un exemple, comme le Malawi, c'était vraiment... on ne s'y attendait pas qu'au Malawi, ils allaient
dépénaliser, légaliser l'avortement, l'IVG. Ça, c'est grâce aux efforts que les associations féministes ont fait. Et cette dynamique-là, je la vois. Donc là, on a déjà cassé le tabou à Madagascar et ailleurs. Et je pense que ces associations ne vont pas s'arrêter et que la machine, elle est en marche. Ça va prendre du temps, mais ça va avancer plus ou moins dans les années qui vont suivre. Quelques petits chiffres, c'est que en Afrique, jusqu'à maintenant, on a, je pense, 4 pays où l'IVG est légale. Donc, l'interruption volontaire de grossesse, elles peuvent choisir. C'est l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, le Malawi et le 4e pays m'échappe. Si ces 4 pays-là en sont arrivés là, hein, pourquoi pas les autres? C'est une dynamique, ça va venir, j'espère. Mais je parle un peu de l'Afrique du Sud, en parlant de dynamique aussi. Le problème en Afrique du Sud, c'est que la loi permet l'avortement, mais il y a ce qu'on appelle la clause de conscience. La clause de conscience, c'est qu'un médecin ou un autre personnel de santé peut dire non, je ne vais pas le faire parce que c'est contre mes mœurs. Et c'est un gros problème en Afrique du Sud parce que ça nuit à l'accessibilité de l'avortement sécurisé parce que les gens disent tout simplement non. Donc ça va être un problème qui va venir aussi peut-être dans les autres pays qui vont se mettre à légaliser l'avortement. Mais au problème, on va essayer de trouver des solutions. C'est pour ça que les associations, les militants sont là.